J'appelle donc la communication suivante. Du doyen Didier Gosset sur quelle solution au manque de médecins nous avons une responsabilité sociale. Alors, je dois dire que Didier Gosset m'a fait réviser l'agrégation que j'ai eue grâce à lui. Si, si, si. Je venais chez toi le soir avant de passer la grègue et merci. C'était avant-hier. Oui, 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 effectivement. Merci, Olivier. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je suis également interniste et aussi professeur de médecine légale. Et c'est l'expérience de 10 années de fonction de doyen de la faculté de médecine de Lille et de 40 ans d'enseignement dans les premières années qui me mène à vous proposer quelques solutions au manque de médecins, manque de temps médical. Et puisque cette séance est placée sur le thème de la responsabilité, eh bien, je pense qu'il y va de notre responsabilité sociale à tous de proposer des solutions. Alors, deux constats. Le premier constat, c'est que nous sommes face à une pénurie médicale qui, à mon sens, et ça on n'en parle pas souvent, n'est pas réversible. Pénurie médicale, les causes en sont bien connues, une mauvaise gestion du numerus clausus dans les années 90, et désormais un corps médical qui est plus soucieux de sa vie personnelle que de sa vie professionnelle. Il faut deux médecins généralistes nouveaux pour en remplacer un qui part en retraite. Et à cela s'ajoute le vieillissement de la population qui accroît les besoins. Et il faut également citer aussi les disparités entre le nord et le sud, entre la ville et la campagne. Tout cela est bien connu. Ce qui est moins connu, c'est que ceci est irréversible. Nous avons pris de multiples mesures qui sont de nature à améliorer légèrement les choses, mais pas à changer fondamentalement le problème. Il y a les téléconsultations, il y a la reprise d'activité par des médecins retraités. Il y a eu une suppression du numerus clausus, on a mis des quotas à la place. Vous allez voir, je vous en parlerai un peu plus loin, que ceci est une mesure en trompe-l'œil en réalité. L'élément qu'on n'a pas assez pris en compte, c'est le fait que le vivier estudiantin est tari, c'est-à-dire que pour une génération donnée, on a fait le plein. On ne peut pas, rien ne sert d'augmenter les quotas, on ne pourra plus les remplir parce que les étudiants n'ont pas le bagage suffisant, n'ont pas le niveau. Deuxième constat. Deuxième constat est celui des réformes médicales qui ont eu lieu, qui sont, à mon sens, insatisfaisantes et qui n'ont en tout cas pas été coordonnées chronologiquement. La réforme du troisième cycle, 2017. La réforme du premier cycle, 2020. Et ce n'est qu'en 2021 qu'on réforme le baccalauréat. Vient enfin, en plein milieu, la réforme du deuxième cycle et de l'accès au troisième, qui évidemment a eu à nouveau un impact sur la réforme du premier cycle, puisqu'il a fallu recaser des certificats en deuxième et en troisième année. Donc il n'y a pas de cohérence d'ensemble. On a essayé de faire un certain nombre de rafistolages pour améliorer les choses, mais tout cela tient de guingois et en tout cas n'avait pas pour objectif d'augmenter le nombre des médecins. Alors, il y a quand même des points positifs. On a mis en place des simulations médicales partout en France. On a mis en place une progressivité de la formation dans le troisième cycle avec une vérification des connaissances, c'est un bien. On a mis en place enfin des écoles, ça fait plus de 10 ans que c'est en vigueur outre-Atlantique, mais force est de constater que pour les trois cycles, il y a des difficultés. D'abord, le premier cycle est, à mon sens, un échec. La réforme était une réforme démagogique. Elle est en tout cas illisible. Il vous est sans doute arrivé aux uns et aux autres d'expliquer à vos proches comment ça se passait. C'est d'une complexité à nul autre pareil. L'objectif de diversification n'a pas réellement été atteint et il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est celui de l'oral.
L'oral qui est très contesté car il porte sur des sujets non médicaux et surtout, il ne touche qu'un petit nombre d'étudiants et en ce sens, il est inéquitable. Évidemment, on n'a pas les moyens de faire passer tous les étudiants, mais il devient inéquitable à partir du moment où que seule une partie des étudiants sont concernés. Enfin, il y a au moins un des euros qui concerne l'empathie, qui regarde comment l'étudiant se comporte vis-à-vis du malade. Moi, en première année de médecine, j'étais plutôt relativement timide. C'est nier le fait que l'on puisse s'améliorer en empathie tout au long des études. Et c'est donc récuser de bons étudiants qui ne montreraient pas suffisamment d'empathie vis-à-vis du patient lors de l'examen. Enfin et surtout, il y a un abîme entre les deux voies que vous connaissez bien, celle de la passe et celle des LAS. Ceux qui arrivent par les LAS n'ont qu'un simple vernis médical, un léger bagage. Et on le voit très bien en deuxième année où il y a deux populations. En gros, la différence de moyenne générale entre les PASS et les LAS est de 5 points. Ce qui veut dire que les LAS eh bien, sont à la traîne, sont condamnés parfois à redoubler et un certain nombre abandonnent, entre 3 et 5 par an à Lille, chaque année. Ce qui veut dire que on a eu beau supprimer le numerus clausus, augmenter les quotas, le résultat au final sera à peu près le même, puisque des étudiants ne suivent pas. Alors en plus, eh bien, ce système a siphonné les effectifs de la pharmacie et même des sciences infirmières. Deuxième cycle, je dirais que je ne serai pas plus léger sur ce deuxième cycle qui est, on peut le dire, surchargé. On a certes supprimé les objectifs de Rancé, mais enfin, on continue de faire du troisième cycle en deuxième cycle. Regardez le cours de réanimation, le livre fait 1000 pages. Regardez le cours de pédiatrie, oh, il fait 1150, il en fait 850 maintenant. Bon, les étudiants ne font que du bachotage sur ce qu'on appelle les collèges qui, à mon sens, sont un prêt-à-porter de la pensée médicale, c'est-à-dire qu'ils apprennent bêtement et n'ont plus le temps de réfléchir, faute de temps. Et ceci, à l'évidence, explique clairement le malaise de nos étudiants en deuxième cycle qui ont une vie totalement quadrillée. En plus, les modes d'évaluation qui ont été mis en place, un certain nombre d'entre eux, les TCS, sont totalement ineptes. Ce n'est pas du deuxième cycle, c'est clairement des évaluations de troisième cycle. La lecture critique d'articles, bah oui, c'est important, c'est intéressant, mais c'est du troisième cycle, ce n'est pas du deuxième. Quant au troisième cycle, ben le troisième cycle est à rallonge. Ça a été une course à l'échalote pour augmenter la durée des spécialités sans réelle justification. La médecine générale, qui était de 3 ans, veut passer à 4, les spécialités qui étaient à 4 veulent passer à 5, et ainsi de suite. Et puis, du côté des internes, je dirais que c'est le syndrome de Tanguy, c'est-à-dire qu'on est bien installé dans son statut d'interne, on n'est plus vraiment un praticien en formation, on est un étudiant de troisième cycle. Il y a une sorte de déresponsabilisation. Enfin, et surtout, l'idée, c'est quand même de répondre aux besoins de la population, on forme des hyper spécialistes, nos formations toutes spécialités confondues, sont hyper tubulaires et ne répondent pas aux besoins des patients. Un patient maintenant est polypathologique. Un diabète, une hypertension artérielle, etc. Enfin, c'est une évidence. Donc mes propositions, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rajouter ou modifier les choses. Il faut repartir d'une page blanche et réécrire totalement les études médicales avec l'idée de raccourcir de 2 années les études. Revenir à un troisième cycle qui a 1 année de moins, ça ne paraît pas très compliqué, et faire un deuxième cycle, un premier deuxième cycle qui était en 6 ans, le faire en 5 ans. Vous allez voir que c'est possible. On gagne ainsi 2 années,
Et donc, une année, en gros, c'est 8 500 à 10 000 étudiants, fois 2, ça fait 17 000 à 20 000 médecins supplémentaires qui seraient mis assez rapidement sur le marché, ce qui permettrait, à l'évidence, de régler la question de la pénurie de temps médical. Tout ceci, donc, dans un délai raisonnable. Hein, si on modifie le, le, la première année, eh bien, cela veut dire que 5 ans après, on a de nouveaux internes, on a 8 500, 10 000 internes nouveaux en plus. Et puis pour le troisième cycle, eh bien, en fonction des spécialités, on remet des gens sur le marché très rapidement. Donc c'est une solution innovante qui, à ma connaissance, n'a jamais été évoquée ici. Solution pragmatique qui répond bien à l'idée d'esprit de géométrie du professeur Henri Coudal. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Bien, nos programmes sont inchangés depuis 50 ans. Supprimons l'inutile, supprimons le redondant. Un exemple, pourquoi faire 2 gros blocs de chimie, chimie fondamentale, chimie organique, en première année? Ça sert à la sélection, c'est très utile à nos amis pharmaciens, complètement inutile pour les médecins. Laissons évidemment les sciences humaines qui ont été fort malmenées dans la réforme. Et puis, envisageons une approche holistique, c'est-à-dire que pour enseigner l'anatomie, il faut l'enseigner en même temps que la radio, en même temps que la chirurgie, pour qu'on voit à quoi ça sert. La biochimie, il faut l'enseigner avec la nutrition. Tout ceci peut évidemment être bénéfique aux patients. Dans le second cycle, il faut alléger les programmes d'un tiers. Donc, ça pourrait se présenter comme suit. Un premier semestre, première année, sciences fondamentales. Deuxième semestre, on attaque la sémiologie. Deuxième année, la simulation et les stages courts. Et dès la troisième année, on attaque le second cycle, totalement tourné vers la clinique. Alors, la question de la sélection, à mon sens, cette sélection, il faut la faire avant d'entrer en médecine. Il faut la faire dès l'entrée. Notre système de sélection après 1 an est unique au monde. Je voyage partout puisque je suis ambassadeur de l'Université de Lille. Je n'ai vu ça nulle part et tout le monde est étonné de notre système. Donc revenons à quelque chose qui est normal, qui a un peu de bon sens. On entre d'emblée dans la formation, ce qui évite des concours difficiles à organiser, des risques juridiques, du stress pour les étudiants. Alors, comment sélectionner? Bon, il y a Parcoursup, il y a peut-être les notes de lycée, on peut mettre un dossier, des tests psychométriques, des tests de culture générale. On le fait déjà. On le fait déjà dans les classes préparatoires, on le fait même en médecine à la faculté libre de Lille, qui est la seule de France faculté catholique, mais ils ont la possibilité de le faire. Alors, il est important de garder la voie des passerelles, parce que ça nous apporte beaucoup, ça apporte des gens qui ont une certaine maturité. C'est une voie minoritaire, mais elle est importante. Supprimons la voie des LAS qui ne donne pas, qui est sans grand intérêt, et séparons la pharmacie tout en gardant à certains niveaux, deuxième année, par exemple, des cours communs de microbiologie, d'immunologie entre la médecine et la pharmacie pour garder cette culture commune. Mais au niveau de la sélection, c'est inutile. Le troisième cycle, donc, raccourcissons toutes les spécialités d'1 an. Je crois que ça ne poserait pas vraiment de difficulté. L'hyperspécialisation pouvant venir au moment du clinica, ce qui revaloriserait le clinica, puisque actuellement, on sait bien que dans toutes les disciplines, il y a une fuite des candidats. On peut mettre dès le premier trimestre un programme commun, c'est là qu'il faut mettre les statistiques, c'est là qu'il faut mettre la lecture critique d'articles, au moment où on va commencer à lire des articles scientifiques. Centrons les choses sur les données essentielles de la spécialité. Bon, si je regarde la chirurgie, vaut-il mieux enseigner à celui qui prendra en charge des patients la question des hernies ou bien la question de la greffe hépatique? Là encore, la transversalité est importante. Laissons faire des stages hors spécialité, laissons faire des stages à l'international. Et personnellement, je serais assez favorable à revenir à une forme de régionalisation comme on le faisait dans le temps avec un choix de 3 villes par exemple. Tout en maintenant le concours national, on peut parfaitement
statistiquement extraire un classement de 3 villes sur un concours national. Alors, il y a quelques conditions supplémentaires pour en arriver là. Le statut des HU. Il y a eu quelques améliorations récentes. Ce n'est pas suffisant. Il faut endiguer la fuite des hospitalo universitaires. L'équité des capacités de formation sur le territoire. Lorsqu'on regarde le ratio enseignant-enseigné, bah, plus on va vers le nord, plus il est faible. Plus on va vers le sud, il augmente. Je ne parle pas de Paris. Euh, oui, ben c'est bien gentil tout ça, mais les besoins sont où? Ils sont surtout dans le nord. La lanterne rouge des problèmes de santé publique, c'est la partie nord de Paris. Je ne parle pas de la région nord, mais enfin, tout le nord, l'est, l'ouest, et pas au sud. Et puis, il y a le niveau des lycéens. Alors, je corrigeais encore, je vais peut-être dépasser d'une minute mon temps de parole. Je suis sur l'avant-dernière diapositive. Euh, je corrigeais encore hier des copies de PASS. Ça fait 15 ans qu'on voit le niveau baisser, mais on se demande quand on touchera le fond. Je ne parle pas des fautes d'orthographe et de grammaire, je parle simplement de l'expression de la pensée. Ils sont incapables d'expliquer une idée et sur 50 copies, il y en a peut-être 5 qu'on peut retenir. Ça, c'est pour le français. Pour les maths, c'est pas mieux. Savez-vous, je le disais tout à l'heure, quel est le facteur qui fait abandonner le plus les études d'infirmière? C'est la règle de 3. Et à partir du moment où on demande aux élèves infirmières de calculer une dose que l'on doit mettre dans une seringue, ils ne savent pas faire le calcul. Hein, on en est là. En statistique, il y a des étudiants en médecine qui ont demandé récemment au professeur comment pose-t-on une multiplication à 2 chiffres. Bon, voilà, on en est là, il faut vraiment en avoir conscience. Et à côté de cela, il y a aussi la résistance de nos étudiants, qui est à la fois physique et psychologique, qui est moindre qu'avant. Donc il y a un gros travail à faire sur le deuxième cycle. Pour conclure, voilà une réforme euh, possible, proposition, qui est audacieuse, qui est réaliste, qui à l'évidence va être bénéfique à la nation, qui à l'évidence réglerait le mal-être estudiantin. Vous voyez que j'emploie l'adjectif estudiantin et pas l'adjectif étudiant qui est le participe présent, qui serait peu coûteuse pour les comptes publics. C'est une réforme technique, donc transpartisane. Et enfin, dernière proposition, je souligne pour les politiques qui voudraient s'emparer de cela, l'intérêt de créer un ministère transversal pour résoudre le problème, ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur en santé, pour qu'il n'y ait pas 2 ministères qui travaillent en parallèle et pas conjointement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup, Didier, de poser la problématique, parce qu'il y a une véritable problématique et tu y apportes en plus une solution. Une solution qui me semble présenter beaucoup d'avantages, à la fois au niveau du vécu de nos internes et de nos étudiants, qui ne coûte rien, ce qui est quand même une chose qui est importante en ces temps, et qui pose des problématiques. Et je te remercie d'une deuxième chose, c'est d'avoir présenté ce projet à l'Académie nationale de chirurgie, parce qu'effectivement, nous avons des internes et moi, je suis un petit peu ennuyé des internes de chirurgie qui viennent pour faire des arthroscopies uniquement. C'est-à-dire que avec l'histoire qui sont plus longtemps internes, ils se hyper spécialisent et je ne suis pas sûr du tout que c'est ce qu'on demande. Et j'avais beaucoup aimé le professeur Samirini qui, lors de la séance solennelle, a dit ah ben, nous sommes dans le drame de Mayotte et on demande des chirurgiens 1.0, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'opérer un peu tout. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut effectivement des chirurgiens 4.0, c'est indispensable. Il faut des chirurgiens avec les médecins interventionnels, mais il faut aussi des chirurgiens qui aient une vision globale. Et je pense qu'en rallongeant toutes ces études, on
forme nous-mêmes des spécialistes du membre droit et des spécialistes du membre gauche. Donc merci beaucoup de cette communication qui pose un problème et qui le résout, mais bon, qui permet d'ouvrir une discussion. Oui, bravo pour votre communication. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pris des photos d'ailleurs. Tout à fait. Vous avez des idées pour les études de médecine, mais vous disiez le gros problème aussi, c'est le niveau des gens qui arrivent en médecine. Il y a un problème en français, il y a un problème en maths, un problème de résistance physique, un problème de résistance psychologique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous collectivement là-dessus? C'est quoi les pistes? Oui, ouais. Bon, ça commence au primaire. Le problème, c'est que les enseignants eux-mêmes sont déjà d'une génération dont le niveau de formation, de rigueur est inférieur à celui des générations précédentes. Mais il faut reprendre les choses à la base, et ça va mettre beaucoup de temps, hein. Professeur Vincent. Le problème, c'est la règle de 3 Ah oui, pour nos ouais. infirmières, mais il faut C'est- quand même qu'on y arrive avant. C'est étonnant. Alors, Professeur Vincent. oui, merci. Je voudrais rebondir en vous félicitant de cette proposition. Je suis partant pour participer à un groupe de travail, si vous voulez, sur le plan clinique. Je ne suis pas chirurgien, hein. Mais je suis expert dans un dossier où un gamin a été tué parce qu'il a reçu 100 fois la dose toxique, de la chimiothérapie, et en plus il venait de l'étranger pour bénéficier des progrès de la médecine française. Ça a été vite réglé. Et en plus, il commençait à répondre au traitement, mais la toxicité a été plus forte. Erreur de calcul. Voilà, donc je vous félicite de votre analyse pertinente. Je trouve vos idées géniales, mais quels sont les freins pour les appliquer actuellement? Ah bah, j'espère que on a fait une conférence de presse tout à l'heure, donc j'espère que ce sera un petit peu relayé et puis que les ministres seront intéressés. Bon, il faut quelques mois pour la mettre en œuvre. Espérons qu'il y aura bien un ministère qui va tenir quelques mois, mais ça peut très bien être appliqué dès la rentrée prochaine, hein. C'est pas compliqué, hein. Oui. C'est simple et ça ne coûte rien, ce qui est quand même assez rare dans une réforme. Et, en fait, j'aimerais connaître toutes les réformes qui ont été portées au cours des quelques années précédentes, ont été portées par quelques-uns de vos collègues, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, comment est-ce qu'on peut obtenir un consensus parmi tous les doyens ou les responsables d'enseignement en France pour que des réformes acquièrent l'adhésion de l'ensemble de... J'étais longtemps, Henri également, à la conférence des doyens. Donc, il n'y a pas non plus consensus au sein de la conférence des doyens. Il y a la conférence, il y a le bureau. Il y a le bureau, il y a le ministère et il y a les conseillers techniques qui sont souvent d'anciens doyens, hein. Donc, et qui portent eux-mêmes leurs propres réformes. Bon. Donc, voilà, il suffit que les politiques s'en emparent et disent on règle le problème de la population générale, on met plus de médecins sur le marché. La seule solution pour le faire, c'est celle-là. Et à partir de là, voilà la commande. Et on travaille derrière. La solution maintenant est politique. J'ai donné la solution technique. Bon, je vous rassure quand même, Didier Gosset vient de faire une conférence de presse. Il y avait 15 journalistes et vraiment des très très gros journaux. Donc regardez vos journaux personnels. On verra. On verra. Y compris le directeur des communications du quotidien du médecin qui s'est déplacé en personne. Donc, merci beaucoup et merci d'avoir fait cette communication ici à l'Académie nationale de chirurgie.